Ok, alors je suis Sophonique, de mon vrai nom Bertrand Cortés. Je vis à Toulouse. Je suis DJ depuis 30 ans maintenant et je dirais compositeur et artiste et producteur depuis 20 ans. DJ Mehdi en étant producteur à la fois de musique mais aussi de soirée. On a eu l'occasion en fait à Toulouse de se croiser même plusieurs fois, de le faire jouer à Toulouse et de le rencontrer et d'avoir une relation un peu privilégiée parce que justement c'était quelqu'un de fidèle dans notre organisation musicale en termes de DJ international. Et en plus, il a un lien d'affection avec Toulouse, en particulier un lien familial. Le premier, moi, c'est indéniable, mais ce morceau, il m'a vraiment, je dirais, tapé dans le cerveau. C'est déjà, j'étais un fan. J'étais un fan. J'aimais bien Notorious Big, mais il a fait un remix que j'ai découvert d'un court-trajet en fait. Ça s'appelle Le Cirque. Et la track, elle est juste énorme. Elle dure hyper longtemps. Donc pour un morceau hip-hop, déjà, voilà, c'est assez surprenant. Et le beat qu'il a rajouté dedans, il est juste monstrueux avec la voix de Biggie Small. Chapeau, 100%. Donc celui-là, ouais, en entrée, en plus il est bien bourrin. À la fin, ça part bien rock. On s'attend pas du tout à ça. Et là, on voit vraiment le mélange des genres. Parce qu'il arrive à faire du rock sur du hip-hop. D'ailleurs, c'est pas pour rien que nous, à l'époque, on s'est appelé Diffusion parce qu'on était influencé de la fusion. Et la fusion, c'est un mélange de hip-hop et de hard rock. Mais voilà, mais ça, typiquement, le morceau Le Cirque, c'est de la fusion pour moi. DJ Mehdi, Lucky Boy in Toulouse. Une collection de podcasts produite par Forward et Warous Productions. Épisode 4, Sophonique. DJ Mehdi, la première fois où j'en ai entendu parler, c'est marrant, c'est un peu son parcours, c'est-à-dire que j'ai fait à peu près la même chose que lui. J'ai démarré par le hip-hop et je suis allé dans l'électro. Et donc quand j'étais jeune, voilà, à l'âge de 16 ans, alors moi j'étais un peu plus vieux que lui quand il a découvert le hip-hop, parce qu'il est un peu plus âgé que moi, je dirais. Et donc quand j'entends parler de lui, c'est avec Ideal J et les groupes de hip-hop de l'époque. Effectivement, ce qui est important en fait à cette époque-là, c'est qu'on achetait des CD et quand on aimait le son, on regardait. Étant DJ, il fallait que je me renseigne pour savoir qui étaient les groupes, qui faisaient les prods, d'où ça venait, comment ça partait, etc. Donc on était obligé de se renseigner en fait sur les groupes et qui était le chanteur, qui était le producteur, qui faisait le beatmaker. Et donc le nom de DJ Mehdi est apparu plusieurs fois en fait. Qui est ce gars et tout de suite j'avais vu le potentiel. C'est un peu comme on avait des classiques comme Cut Killer, voilà, on savait qui c'était, DJ Pon, on savait qui c'était, DJ Mehdi, on savait qui c'était. Voilà, c'est les mecs de Paris qui font du hip-hop. En étant dans le hip-hop avec des potes qui produisent aussi à l'époque, voilà, on avait des connaissances communes, on savait qui était qui et effectivement on suit ces gars, on s'intéresse à ça et on écoute leur musique. Voilà, moi j'ai connu le hip-hop en 94. Mais effectivement, la scène hip-hop, l'âge d'or, c'est 94-95, moi je dirais, en tout cas pour nous, Toulousains. Mais oui, effectivement, à Paris, ça a commencé un peu plus tôt, et bien entendu, et je pense dans toutes les villes, et c'est toujours le cas, c'est souvent un incubateur. À Paris, il y a des choses qui se passent, et puis après, ça se diffuse dans la France. Mais effectivement, Toulouse, on est quand même assez précurseur sur certaines choses. Mais en particulier, le hip-hop, ouais, toutes les influences venaient de Paris et de Marseille. Voilà. Parce qu'on avait vraiment le hip-hop marseillais avec IAM, etc. Et puis le hip-hop parisien avec des groupes comme Deux Balles de Nègre, Le Ménage à Trois. On avait même des gars d'Angers, parce que j'ai fait aussi mes études à Angers. Donc étant à Angers avec des gars qui faisaient du hip-hop, j'étais un peu connecté avec des Parisiens. Et voilà. Et le lien s'est fait. Et ce qui est rigolo, peut-être on en parlera après, il y a eu un lien dans l'électro après, où ces gars-là qui étaient dans le hip-hop se sont retrouvés. En fait, on s'est retrouvés. Donc
voilà, on a vécu les mêmes choses à des endroits différents en fait. Heureusement, on avait déjà les salles comme le Bikini et d'autres salles à Toulouse qui accueillaient quand même du hip-hop. C'était pas aussi prononcé effectivement que Paris ou Marseille, mais on a quand même une influence graffiti très poussée au niveau de Toulouse. Donc la culture hip-hop y était, mais moi de mon point de vue, c'était plus les graffeurs qui étaient représentés que les artistes en soi. Alors il y en avait on avait le groupe de Dadou. On en a d'autres, je vais pas tous les citer. Après, c'était des petits groupes, mais même à Toulouse, sur campus, là, il y en a encore qui font du hip-hop dans des émissions. Tous les mecs de T'inquiète l'émission et tout ça, ils étaient déjà à l'époque. Donc, ouais, la culture y était. Il y avait des salles de concert et effectivement le studio Polygone, c'était le studio de ref où les artistes allaient, à NTM sont passés, etc. Et à Marseille. On avait quand même des chanteurs comme la Funky Family et tout, qui avaient un lien toulousain. Et moi, j'avoue, quand j'étais lycéen et que j'ai découvert le hip-hop, tous mes potes étaient graffeurs. Donc c'était vraiment le graphe. Il fallait qu'on aille à Toulouse graffer. Et voilà. Donc moi, j'écoutais de la musique. Je commençais à être, j'étais un peu DJ. Et donc quand même, il fallait que j'achète mes vinyles et on allait chez les disquaires et on achetait du hip-hop, etc. quoi. En fait, il y avait des groupes underground. Alors c'est ça qui était bien. Il y avait certains qui sortaient. On peut le dire, NTM et IAM, ça sortait du lot. Mais tous les autres groupes, ils avaient un son underground qu'on aimait. Et par exemple sur le côté d'Ideal-J, on voyait vraiment que le beatmaker, le beat était fabriqué, mais était assez original en fait. Il arrivait à trouver des petites mélodies, des petites, je dirais du sampling où on s'attendait pas là. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait la richesse, je trouve, de groupes américains comme EPMD, comme avec DJ Premier, etc. Là, on voyait tout de suite l'influence, mais sur un français. Quand j'ai su que en fait DJ Mehdi avait commencé hyper tôt, c'est-à-dire à l'âge de 12-13 ans, et qu'il avait fabriqué son sampler, là vraiment je l'ai appris beaucoup plus tard, et ça m'a vraiment à la fois choqué, surpris, et j'ai trouvé ça génial parce que je me suis dit en fait moi quand je voyais écrit DJ Mehdi sur les sur les CD, je pensais pas qu'il était à peine plus vieux que moi quoi. Et pourtant, moi, j'étais un gamin, donc lui, il a déjà commencé avant moi. Je me dis, ouais, c'est formidable, quoi. Ce mec, il a vite appris, en fait. Le chemin s'est fait, je dirais, après, naturellement, par rapport au style de musique, etc. Mais tous ces groupes, et en particulier DJ Mehdi, ont influencé, en fait, ma vie d'artiste. Et cette continuité. Et le parcours qu'il a fait, de passer du hip-hop vers l'électro, ce pontage, alors, je pense qu'il y a d'autres artistes qui l'ont fait parce que les époques justement on était un peu cloisonnés des fois dans des styles de musique et ça a évolué énormément vite et donc lui ce passage je dirais du hip-hop à l'électro il a pas fait qu'avec ça, il a fait avec plein de styles de musique en fait. Et c'est ça qui est intéressant, je pense que qu'il faut révéler, c'est que c'était une personne qui s'intéressait énormément par exemple au rock, à la pop. Et c'est ce qui lui a permis de faire ses pontages. C'est parce qu'il s'est intéressé à la musique en général. Il y a une culture musicale énorme. Et de fait de mixer, ou le fait de rencontrer aussi des gens, et le fait d'écouter beaucoup de musique, a fait cette ouverture musicale. Ce qui fait que le pont, il a fait les deux doigts dans le nez. Mais vraiment. Et ça se voit dans la musique, ça se voit dans le perso, et dans ses œuvres. De mémoire, les groupes, je les avais vus, mais je pense que je faisais pas attention forcément à DJ Mehdi. Là, vraiment, là où je dirais le contact physique s'est établi, on dirait qu'on parlait avec des aliens, mais c'est marrant, c'était Justice qui faisait. Alors, Headbanger venait de commencer. Là, on est dans le début des années 2000. Nous, on était dans l'explosion d'électro, donc forcément, tous ces groupes, on les suivait, on faisait le même style de son, donc on évoluait en même temps. Justice fait une première partie de Soulwax à la Dune,
Donc un club qui n'existait plus, qui n'existe plus, à Sesquières, ouais, voilà. Et donc bon ben nous, comme on organisait des soirées et tout, on avait quand même des entrées et accès au VIP. Et donc là, je vois DJ Mehdi, mais on connaissait pas trop la gueule des mecs de justice. On savait pas trop. C'était vraiment le tout début. Et donc là, je vais le voir, je discute avec lui, je me représente et je lui dis salut, est-ce que t'es un mec de justice? Et lui, il me dit oui. Donc pour montrer quand même que le mec il se prenait pas au sérieux en fait, c'est ça qui est cool. C'est que donc j'ai dit ah ouais, mais quand même, ouais, je trouve que quand même sur les photos ils ont pas trop cette gueule quoi. Voilà, donc l'anecdote est là. On s'était marré, il a souri, après on a discuté un peu de musique et puis voilà, ça s'est terminé là. Mais ça c'était le premier contact physique, ouais. Le lien s'est créé après, le lien avec DJ Mehdi s'est créé après, c'est quand on était un peu en place, je dirais à Toulouse, lors de l'organisation des soirées. Étant donné que Headbanger était en pleine ascension, quand on regardait le catalogue et quand on regardait en fait les artistes, franchement, il y a rien à dire. C'était celui qui sortait du lot, quoi. Au niveau du mix, il n'y avait pas un qui rivalisait, je dirais. Alors, il y avait des super producteurs, mais en tout cas des DJ et des producteurs, hein, surtout des DJ. Voilà, c'était vraiment celui qui sortait. Et donc, on était sûr que quand on bookait DJ Mehdi, on allait passer une soirée de fou, quoi. Alors, à l'époque, nous, donc, on organisait des soirées. On a organisé des soirées pour en fait se promouvoir au début parce qu'on a créé un groupe de DJ et d'artistes et on produisait notre musique. Et donc on cherchait des labels au départ et puis après on est parti, on a dit bon, on va tout créer, on va créer notre label, on va créer nos soirées, on va organiser nos soirées, on va inviter des artistes et voilà, on va faire vivre notre musique, notre art à travers tout ça. Et donc pour organiser les soirées, il fallait faire quand même venir une tête d'affiche. Donc ça marchait bien à Toulouse à l'époque, il n'y avait pas trop, je dirais, de monde dans ce milieu-là. Quoi, il y en avait, mais en tout cas dans l'organisation des soirées, il y avait la place. Et donc on a pris tout de suite le créneau, hein, French Touch 2.0, parce qu'on venait quand même, voilà, on était éduqués à la French Touch, hein, on arrivait aussi du hip-hop, donc toutes ces influences-là, et, hop, on les a ressorties justement sur notre musique. Et on a invité des têtes d'affiche, dont DJ Mehdi. Alors, on se dit, mais c'est exactement quoi. En tout cas, pour moi, c'est exactement ce que j'ai vécu. Et je me dis, voilà, c'est un idéal quand même je disais artistique. C'est-à-dire que le gars, il vit à peu près la même chose que moi je vis, quoi. Donc déjà, c'est génial et c'est surtout, je dirais, comme une sorte de mentor, on va dire ça. Alors, seul sur scène, déjà, je trouve que bon, déjà, son charisme et sa personnalité fait que en fait il occupe la scène comme il faut. Déjà étant donné que tout son parcours en fait il remonte à loin, hein. Il commence la musique comme on l'a dit au début entre 12 et 13 ans. Je pense que déjà quand on arrive à 25 ans ou 28 on a fait quand même du parcours et ça se voit tout de suite que c'est un passionné de musique. Quand on a la passion et le cœur avec, voilà, il arrive quand même à occuper ça et puis voilà, c'est quand même un virtuose de la machine, donc des platines, il sait les manier, et quand il sait bien les manier, c'est formidable à entendre, ça se voit, et donc il communique automatiquement, c'est-à-dire l'essence même du DJ, il communique automatiquement sa passion et son art, et ça, le public le reçoit direct. Donc c'était un combo tout le temps gagnant. On était sûr que dès qu'on bookait DJ Mehdi, la soirée allait marcher, ça allait fonctionner. Et en plus, il était assez surprenant, je dirais, parce qu'il arrivait à être précurseur sur les mouvements électroniques d'après. Et ça, c'est formidable. C'est-à-dire que quand nous, on était, par exemple, sur le noise à fond les ballons, lui, il était déjà un peu avancé et il commençait à introduire la house, tu vois, remaniée. Quand on était sur la house, il était déjà sur Chicago, qui est un revival de Chicago, etc. Et il avançait tellement vite qu'en fait, il suffisait d'écouter ces DJ sets pour s'inspirer pour les futurs sons l'année d'après ou d'il y a 2 ans. Donc, c'est quand même incubateur, quoi. C'est ça pour ça, lui, il fallait le suivre, en fait. Déjà, DJ Mehdi, moi, j'ai le souvenir que sur scène, alors déjà, avant, il arrive, c'est quelqu'un qui est hyper cool. Il faut dire, il se prend pas la tête. Parce que pourtant des artistes on a fait venir, on en a vu et c'est souvent ça, hein, c'est ceux les plus connus qui se prennent le moins la tête, on va dire. Bon déjà personnellement
c'était agréable, qu'on se fasse des repas avant, etc. Donc en tant que personne, c'était bien. Puis dès qu'il arrivait sur scène, moi je sais qu'il terminait ses sets en transpi. Et ça, pour moi, c'était un signe que le type, il donnait tout, il mouillait sa chemise. Et quand je dis mouiller sa chemise a été trempée, quoi. À la fin du set, sur un set de 2 heures, il avait la chemise de A à Z trempée, avec le smile. Donc là, je me suis dit, cette énergie qu'il donne sur scène, en fait, il la donne comme une rockstar. Et je pense que le DJ, à un moment, en tout cas, la demande à cette époque, et qu'il l'est toujours, hein, c'est qu'on veut que le DJ, maintenant, ça soit une rockstar. Une rockstar, pardon. Et donc lui, eh ben ouais, effectivement, il le faisait comme une rockstar. On a eu plusieurs moments hors scène. Après, il y a eu... alors, ce qu'il y a de bien, c'est que... ce qu'il y a de bien, la relation a été privilégiée parce que un gars de notre groupe sortait avec la sœur de Fafi. Donc, voilà, il y a eu des aventures, je dirais. Et donc, il y avait des liens, un peu de parenté, entre guillemets. Donc, lui aussi avait une relation assez privilégiée avec lui. Donc, quand il venait... si tu veux, on était plus en mode groupe de potes que prestataire et client, quoi. Hein. Moi, je la fais vite, mais c'était ça, quoi. Donc en fait, et puis il y avait une récurrence. Donc comme on essayait de le booker assez souvent, forcément, il y a une relation qui s'est instaurée. J'ai eu même privilège d'être invité. C'est un privilège, mais en tout cas, j'ai été invité chez ses beaux-parents et donc on discutait ensemble, etc. De musique et je me souviens que au moment il dit tiens, on va écouter de la musique. Donc on écoute de la musique et en fait il écoutait vraiment que du rock et de la pop et il me faisait écouter des groupes américains de rock et de pop. Je me suis dit tiens, il va me faire écouter des nouveaux morceaux je sais pas, électro, etc. Étant donné que nous on était tous les deux DJ, bah non. Justement, on écoutait d'autres musiques en fait, et j'ai trouvé ça assez judicieux de sa part parce que effectivement, moi en tout cas, je dirais, c'est les mêmes mimétismes que je prends, c'est-à-dire que finalement, chez moi, j'écoute pas d'électro quoi, j'en écoute parce que je vais en mixer, mais sinon j'écoute de la pop et du rock, je m'inspire de ces musiques-là, je m'inspire de plein d'autres musiques du monde pour justement les mettre dans mes productions. Donc c'était un bon exemple. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de me nourrir de l'artiste, hein, quand même. Donc c'était peut-être biaisé de ma part, mais en tout cas, à chaque fois que je le voyais, on discutait, mais ce qui m'intéressait, c'était vraiment savoir comment il composait, savoir comment... je voulais connaître tous ses tips, parce que c'était quelqu'un que je trouvais, en tant qu'exemple, qui était au top, en fait. Par exemple, typiquement, c'est la boîte à rythme Oberheim. Quand il m'a dit qu'il l'utilisait dans les années... c'est une boîte à rythme des années 80, c'est celle qu'utilisait Prince. Voilà. Et le jour où j'ai acheté cette boîte à rythme, effectivement, il s'est pas gouré. Ça a changé la donne dans mon studio, en fait. C'est-à-dire que j'avais beau acheter d'autres boîtes à rythme, etc. Celle-là, elle m'a permis, en fait, de faire une bascule au niveau de la production. C'est une boîte à rythme qui sonne assez rock, ce qui est bizarre. Et en fait, c'est des sons de batterie, hein, kick, snare, etc. Donc il y en a pas beaucoup, il y en a 8. Et ça sonne vraiment batteur, mais avec une séquence de boîte à rythme. Et ça, il l'avait dans son studio. Et d'ailleurs, ça s'entend dans ses prods. Et dès que les personnes connaissent l'Oberheim DX, effectivement, quand on réécoute DJ Mehdi, eh ben ouais, on entend ça partout. Et donc voilà, c'est ce type-là, il a fonctionné. Ouais. Moi, il est pas le seul à m'avoir inspiré. Hein. Il y en a d'autres, mais c'est vrai que le fait de tout donner sur scène pendant un set, en tout cas quand j'étais plus jeune, ça s'est un peu calmé, mais effectivement, il fallait même quitte à transpirer à tout donner, ça c'est lui qui l'a transmis, ouais. Parce que il donnait tout en 2 heures ou en fonction de combien il était. Et il n'y avait pas de traite en fait. C'était vraiment du début jusqu'à la fin, ça montait et c'était à fond. Et ça, le voir debout, à un moment slammer, etc. Cette espèce d'attitude rock'n'roll que j'ai déjà dit, eh ben on l'a adopté direct. Voilà, quoi. Moi en tout cas, je l'ai adopté direct. On peut regarder des photos de moi pendant d'ailleurs le nom How to Kill the Party.
C'est pas pour rien, c'est cette espèce de nous, l'idéal c'était que le club ça transpire, que le DJ il transpire et que voilà, ça soit la fête. Voilà, c'est au-delà de DJ Mehdi, hein. Headbanger a gardé cet esprit. Nous, on était dans cet esprit-là aussi à l'époque. Donc ouais, je pense que c'est quelque chose que lui, c'était au-delà de son aura et qui transmettait à travers ses sets. Ouais. Je pense qu'on a échangé sur des groupes de musique effectivement qu'il connaissait pas. J'ai dit d'aller écouter. Ouais. Alors, je n'ai pas forcément les exemples de groupes en tête, mais effectivement, on a dû échanger sur des groupes et bah, forcément, chacun ne connaît pas toute la musique et donc il a dû noter deux, trois groupes que j'ai donné ou 2-3 morceaux, ouais, ça c'est sûr. Il a été marié avec une Toulousaine, Fafi, qui justement connaissait en fait tout l'environnement graphe dont on a parlé au début. Hein, d'ailleurs, elle était dans cette scène là des graffitis quoi. Ah ben pour lui, c'était quand même à la maison. Alors c'est quand même parisien, mais Toulouse, il a son lien d'affection. Il avait ses amis aussi. Donc voilà qu'on a en commun. Hein. Donc on a passé des soirées. Voilà, à faire la fête, à le booker, et puis derrière on se retrouve en after avec tous les potes et là c'était voilà, DJ Mehdi, c'était plus DJ Mehdi, c'était un pote parmi d'autres, voilà. Donc il n'y avait pas cette relation aussi je dirais de superstar. Oui, effectivement c'était une superstar, ça en l'est, mais il est très accessible et c'était acceptable par tout le monde sans problème quoi. Alors, non, je pense que Toulouse, c'est un public un peu délicat, qui est un public un peu, je dirais, un peu plus bourrin que les autres. En tout cas, à cette époque, le ressenti que j'ai et la vision que j'avais, en tout cas, de lui, c'est que quand il mixait à Paris ou quand il mixait à Toulouse, c'est sûr que les sets n'étaient pas les mêmes. Mais à Toulouse, voilà, il fallait taper un peu plus. On peut dire ça comme ça. En tout cas, à l'époque, dans l'électro. Ça se voit sur les styles de musique qu'il y a eu après derrière à Toulouse. Hein, la drum and bass et le hardcore, ils sont quand même bien, je dirais, prédominants. Hein, depuis des années à Toulouse, c'est pas pour rien, c'est parce que le public toulousain quand même, il aime bien le rock, il aime bien que ça tape. DJ Mehdi, c'était un DJ qui arrivait à s'adapter sur les scènes. Ça c'est incontestable. Et voilà. Et sur Toulouse, il a affûté quand même ses sets pour que ça tape un peu plus. Moi, je me souviens, on l'avait fait venir au Bikini, tout ça, mais avant, on l'avait fait venir dans un petit club, ça s'appelait le Pink. Et là, tout simplement, le club, je sais pas, tu rentres 300 personnes. On avait fait venir aussi Kavinsky, qui est pote d'ailleurs, qui était pote d'ailleurs avec DJ Mehdi. Ouais, il a slamé, par exemple. À la fin de son set, il slamait, quoi. T'as envie de dire, attends, mec, on est dans un club, un petit club, quoi. Il avait raison, parce que du coup, nous, derrière, on a reslamé, en fait. Il nous avait donné l'exemple. Les soirées, là, nous, on était en plein essor. Les soirées au Bikini, c'était top. Après DJ Mehdi, je dirais, c'est pas du tout négatif, mais nous, c'était un peu la personne qu'on bookait assez souvent. Donc, on voulait pas, en fait... épuiser le public de le voir si souvent. Malheureusement, c'était comme ça parce qu'il était de Toulouse, c'était hyper simple. Lui, il adorait venir, nous, on adorait le booker. Le public, bon, ils étaient jamais déçus, mais c'est vrai que on demande à n'importe qui dans un public d'aller voir un DJ, je sais pas moi, une fois tous les 6 mois, qui passe à Toulouse. Bon, on se dit, bon, mais la prochaine fois, je le prendrai pas. Donc après, il fallait quand même qu'on combine DJ Mehdi avec d'autres têtes d'affiche pour que justement on puisse avoir une sorte de nouveauté, d'exclusivité. Mais ça changeait pas sur sa qualité de son. Donc lui, au niveau des clubs, ouais, il s'adaptait à tout, que ça soit au Bikini ou dans un petit club, il donnait la même énergie. De ce que j'ai vu et de ce que j'ai vécu en fait avec DJ Mehdi, c'est que effectivement peut-être qu'au début de sa carrière il était comme ça. Moi je l'ai connu à une époque où il explosait et il faut dire ce qui est, c'est qu'il devenait en fait DJ international. Et donc on a fait des soirées, on a fait des restos. C'est sûr que
Quand on est un DJ international, on a les jet lag, on arrive d'un endroit à l'autre. Donc un coup c'est New York, un coup c'est je sais pas moi, Amsterdam, un coup c'est Madrid, et hop on revient à Toulouse pour repartir à Paris. Tous les DJ internationaux à l'époque c'était pas aussi je dirais répandu, hein. Et donc DJ Mehdi, je l'ai vu aussi arriver, on a fait la fête, il a tout donné sur scène, on est parti en after et je l'ai vu allongé à quatre pattes sur un canapé en train de faire sa sieste, ouais, parce qu'il était en jet lag. Donc c'était quelqu'un qui faisait la fête, mais qui était super booké et qui avait une carrière internationale. Donc on ressentait en fait ce décalage de DJ international, toujours accessible. Alors les petits tips, voilà, je vais pas dire tiens je l'ai vu sur un canapé parce qu'il était crevé, il avait 18 heures dans la gueule, mais ouais c'était normal aussi quoi qu'il soit comme ça. Et c'est pas quelqu'un qui, je dirais, qui était complètement déglingue, hein, pas du tout. Il aimait faire la fête et c'était quelqu'un, voilà, d'accessible et vraiment de gentil. Et ça, c'est indéniable. Hein. On a eu alors c'était souvent centre-ville. Hein, on changeait, mais vu que lui, il connaissait Toulouse, il n'y avait pas besoin de surprendre. On s'en foutait hein, de prendre un 4 étoiles, machin. Tu vois, lui, il s'en foutait. Quoi, la ville, il la connaissait. Donc, quand t'arrives et tu connais la ville, t'as envie d'aller prendre un café là où tu te sens bien, en fait. Où tu vas à pied, etc. Donc, ouais, on faisait souvent le centre-ville près de Saint-Georges. Ça nous arrive. C'était souvent des bars à vin, des trucs comme ça, avec des restos. Tu vois, en plus, on avait des potes restaurateurs. Donc, on essayait de trouver des endroits où on était bien. C'est-à-dire, à la fois lui, à la fois nous, c'était famille, c'était sympa, quoi. C'était pas le truc prise de tête, tu vois, avec il s'en foutait. Je pense que déjà, le fait de voyager dans le monde, il s'en foutait d'avoir une quali de bouffe étoilée ou quoi. Il connaissait, donc il n'y avait pas besoin de le surprendre là-dessus. Après, au niveau bah souvent après on était en soirée, hein, donc c'était le club. En plus on organisait, donc fallait y aller tôt, etc. Les runs, bon, ça on connaît. Et à la fin, en after, ben, ça terminait souvent. Je pense, lui, il s'en foutait d'aller dans des clubs derrière ou quoi. C'était plutôt, on va dans un appart qu'on connaît, d'amis, et puis voilà, terminé, quoi. On finissait la soirée, on buvait des coups, et puis chacun rentrait chez soi. Lui, en tout cas à Toulouse, hein, comme moi je l'ai vu de mon œil, non, il y a aucun problème, quoi. Il était pas là avec des gardes du corps, hein. Ça c'est sûr et certain. Non, au contraire. Et puis si quelqu'un l'accostait dans la rue, il souriait, il discutait, et puis terminé. Et à l'entrée du club, c'était la même chose. C'est-à-dire qu'à l'entrée du club, tous les kids qui étaient là pour aller le voir, DJ Mehdi, si tu veux, voilà, il serrait les pinces, il allait et puis il faisait son show, ouais. Non, ça pour ça, c'était quelqu'un de pro et vraiment d'humble. Ça, c'est vraiment le mot. Moi, c'est quelqu'un qu'un artiste qui reste dans mon cœur, et ce documentaire, il rend hommage à sa carrière, à sa vie. Ça, je trouve ça formidable, d'ailleurs, parce que souvent on sort un peu des biopics d'artistes, etc. DJ Mehdi, ça méritait, ça c'est sûr. Et donc ce documentaire, il est génial. Pour ma part, il n'est pas jamais parti dans les oubliettes, en fait. Mais c'est vrai que c'est toujours bon d'avoir une nouvelle actualité, en fait, pour remémorer, je dirais, les carrières et les musiques d'artistes comme ça, parce que c'est inspirant et c'est utile pour la musique. Moi, je pense que ouais, le public en général, oui, c'est délicat, mais pour moi, en fait, ce documentaire est nécessaire, mais moi, c'est quelqu'un qui m'inspire encore maintenant. L'histoire, c'est que la musique, elle se consomme tellement vite, en fait, de nos jours, que même des artistes qui sont sortis il y a un an, les jeunes, ils la consomment tellement vite qu'ils presque ils en oublient. Ok, qu'est-ce qu'ils écoutaient il y a un an? Parce que la consommation est plus du tout la même, en fait, de la musique. Donc effectivement, pour les talents, pour des artistes comme ça, avec des carrières aussi grandes, quoi, pas grandes, je dirais en temps, mais musicalement, c'est important de les ressortir. Et le problème de DJ Mehdi, il le dit d'ailleurs dans le reportage. C'est que comme il faisait de la musique, hein, et c'était pas souvent accompagné de chant, ça marque beaucoup moins les cerveaux, en fait. Et on a Michael Jackson, les Beatles, bon, je compare pas, hein, mais ces gens-là, ils sortent souvent des compiles, ils sont morts, les artistes, on sort souvent des compiles pour justement raviver le catalogue, etc.
Pour DJ Mehdi, c'est plus délicat sur certains parce que son catalogue était beaucoup plus instrumental que chanté en fait, et pointu aussi. Et donc ce reportage, je trouve qu'il donne des portes d'accessibilité justement sur ça, et pour comprendre mieux au grand public qui était l'artiste et ce qu'il a fait. Voilà. Et donc ça c'est important. Ouais, il en faut des reportages comme ça sur d'autres artistes aussi français. C'est un peu biaisé parce que moi j'étais au courant qu'il y avait un reportage qui allait sortir sur DJ Mehdi, parce que j'ai bossé avec Jeff justement qui est décédé aussi malheureusement, paix à son âme et à DJ Mehdi aussi. Qui est décédé et qui forcément était c'était l'ingé son de tous les groupes de hip-hop justement de ces années 90. Jeff en fait connaissait super bien DJ Mehdi, on le voit dans le reportage, tout ça. Et donc Jeff m'avait dit mais attends, il faut que je monte à Paris, j'ai des interviews là parce qu'il y a un docu qui va sortir pour DJ Mehdi. Et donc j'attendais quand même, j'attendais. Et puis quand c'est sorti, j'ai fait ah ouais ça y est. Et là, c'est là où j'ai fait le rapprochement avec ce que m'avait dit Jeff et tout de suite j'ai pas hésité quoi. Quand le reportage est sorti, ben voilà, hein, on a bouffé les 6. Effectivement, de revoir en fait des soirées refleurir, que le public toulousain redécouvre en fait. Justement à travers ces reportages, à travers les catalogues musicaux qui ressortent, etc. Ce style de musique et que ça renaît. Moi j'en suis le plus heureux parce que vraiment c'est quelque chose auquel je donne une partie, je dirais, de mon être dans la musique et c'est mon style de musique vers lequel je suis et vers lequel j'aime et qui refleurit. Donc ouais, j'en suis super comblé. Alors ouais, il y a pas mal. Ce qu'il y a de bien, qu'effectivement quand on est DJ, il y a une partie je dirais de cycle musical. Et donc alors voilà, la techno par exemple, moi j'en écoutais quand j'ai commencé en fait la musique électronique, et donc je vois des groupes de jeunes qui réécoutent de la trance, qui réécoutent de la techno, etc. Donc je vois les styles de musique et des décennies avancées et je me dis tiens, mais putain, quand est-ce que ça va revenir là, la Fresh Touch 2.0 qu'on écoutait dans les années 2000? Et ça y est, ça commence. Donc le cycle qui commence à arriver. Et c'est là où les pépites en fait on peut les ressortir. Et donc, le fait de les avoir, effectivement, maintenant, on va aller taper dans les bacs catalogues qu'on avait et on va aller chercher dans nos archives les bons morceaux qui fonctionnaient à l'époque. Donc, moi, je suis quelqu'un qui archive beaucoup de choses. Donc, beaucoup de vidéos et beaucoup de musique, forcément. Et donc, il suffit d'aller taper dans les mix qu'on faisait en 2001 ou 2002 et de ressortir 2-3 pépites pour les mixer. Et d'ailleurs, ces groupes, je me souviens que DJ Mehdi il mixait pas mal le morceau The Dozen là, de Fake Blood. Voilà, et ben ça a pas loupé. Je l'ai ressorti au Bikini il y a même pas, il y a moins de 6 mois, et ça a fait carton. Ouais. Je faisais déjà avant d'avoir justement ces grands écarts dans la musique. Alors après, ça dépend, hein, le contexte, le lieu, la soirée, mais effectivement, ouais, faut pas hésiter. Par exemple, de passer un Prince en début de soirée, alors qu'on va faire un set électro qui tape et qui tamponne. Ces risques-là. Ça se prend des morceaux ou que ça soit dans le sampling, hein, des productions, il faut pas hésiter et je pense qu'il faut surprendre les gens. Et donc DJ Mehdi déjà le faisait dans ses productions, hein, par le choix de ses samples, par les morceaux qui passaient surtout en set, etc. Et ouais, cette influence-là, moi en tout cas, il me l'a transmis, c'est sûr, parce que j'hésiterais pas à passer, voilà, comme je dis, un morceau de Michael Jackson pour clôturer mon gros set électro. Et le dernier, ça serait plus... alors, c'est pareil, je prends aussi des remixes. C'est un choix voulu parce que pour montrer que la capacité qu'il avait à remixer était assez easy. Voilà, il arrivait à faire des remixes hyper bien. Il arrivait à remettre en fait l'original encore mieux. C'est-à-dire il y a pas beaucoup d'artistes qui font ça. Par exemple, Soulworks le fait, mais le remix est aussi cool que l'original. Voilà. Et ça, DJ Mehdi, il arrivait à le faire. C'est pour ça que souvent ces remixes, moi quand il y en avait un qui sortait, je le mixais et il tapait dans tous les domaines. Et en particulier, on peut prendre un morceau de Mia là, qui est pas très connu justement. C'est pour ça que j'en parle, hein, parce pour faire découvrir d'autres morceaux que sûrement les autres ont dû choisir.
Ouais, donc le titre c'est Mia XXXO. Et d'ailleurs, il a fait justement dans les dernières années, voilà, de production. Donc c'est pour ça qu'en fait, on a un peu un grand écart entre le cirque et bon, on n'est pas à Idalji, parce que le cirque c'est bien après, mais voilà, je dirais milieu et fin. DJ Mehdi, Lucky Boy in Toulouse. Une collection de podcasts produite par Forward et Warous Productions.